Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale. Salut à tous, c'est Bismart, on est de retour, une nouvelle semaine de débat, une nouvelle heure de débat qui va donc commencer. Alors il y a deux sujets qui s'imposent dans l'actualité immédiate, une fois n'est pas coutume, les élections en Italie et puis l'onde de choc de la hausse des taux d'intérêt, on va appeler ça comme ça, onde de choc visiblement particulièrement, alors c'est pas... mais nos invités vont nous le dire ou pas. C'est pas forcément lié à la hausse des taux d'intérêt, mais onde de choc particulièrement vigoureuse en ce qui concerne la Grande-Bretagne, la livre sterling, etc. Enfin bref, on va vous raconter tout ça. Et puis sinon, on a les deux gros sujets du moment, la conjoncture d'une manière générale, comment est-ce que vous sentez les choses, sentiment un peu étrange qui nous accompagne depuis la rentrée, et puis le choc électrique qui reste là aussi très présent à la fin de la semaine dernière. Vous avez suivi ça, la déclaration quand même assez spectaculaire. Moi je trouve que ça n'a pas fait beaucoup de bruit. Moi, je trouve ça assez dingue d'Emmanuel Macron qui dit ne signez rien. Vous recevez en ce moment des offres pour des contrats pluriannuels d'électricité. Surtout ne signez rien. Bon, mais alors qu'est-ce que tu fais si on ne signe pas, Emmanuel? Allez, c'est parti, c'est Bismart. Donc, autour de la table, Anne-Sophie Alsif. Salut Anne-Sophie, chef économiste BDO, Philippe Wechter. Salut Stéphane. Salut Philippe, chef économiste Ostrom Asset Management. Et Denis Ferrand. Salut Denis. Bonjour Stéphane. Chef économiste aussi d'ailleurs, et accessoirement directeur général de Rexecode. Non, je repense à Macron. Enfin, on ne va pas démarrer avec ça, mais c'est là qu'il est bon, quoi. C'est dans des moments là, pas quand il prend cette espèce d'air grandiloquent pour enfiler des perles, c'est quand il est au contact, quoi. Enfin bref. Élection italienne. Alors là, vraiment, question très ouverte. Donc, je vous redonne rapidement les résultats. Alors, à l'heure où on enregistre cette émission, c'est-à-dire entre 12h et 13h, 26% pour donc les frères d'Italie de Giorgia Meloni, 47% en fait pour la coalition la droite des droites, disait Marion Maréchal ce matin. Bon, ne parlons pas d'extrême droite, c'est la droite de la droite. Avec Salvini et Berlusconi, Salvini qui s'effondre d'ailleurs. Voilà. Et la gauche derrière, j'ai oublié de noter, je crois que c'est 19% pour Enrico Letta et le Parti démocrate, ce qui lui permettait de dire que ce n'était pas si catastrophique que ça. Donc, premier point sur ces résultats. Et puis après, moi, je veux quand même un petit commentaire sur la sortie fin de semaine dernière de la présidente de la Commission européenne. Philippe, comment est-ce que tu vois ces résultats? En gros, la question qu'on se pose, c'est, comme le disait d'ailleurs un petit peu Madame von der Leyen, est-ce qu'on est sur un risque de fracture de la zone euro après ces élections italiennes? Alors, juste avant cela, rappelons que le parti qui arrive en tête a une prime pour effectivement disposer d'une majorité. Ah bah là, il ne fait pas de doute qu'elle aura une majorité, oui, là. Oui, mais mais même en nombre de députés. Ouais. Elle aura pas de difficulté, elle ne sera pas à 47% au total. Elle sera bien au-delà. Donc ça, c'est un premier point. Donc elle pourra gouverner sans contrepartie, si je puis dire. L'autre question, est-ce que ça fait exploser la zone euro? On avait eu le même réflexe quand Salvini et le Parti 5 étoiles étaient arrivés au pouvoir. On s'inquiétait et on a vu que l'Europe tenait bon quand même dans ce cadre-là. Et donc pour l'instant, je ne pense pas que l'inscription dans la zone euro soit le premier souci. Le premier souci, les premières mesures qui vont être prises vont être, mais qui sont européennes aussi, qui nous concernent tous, vont être sur les questions migratoires. Parce que comme Liz Truss en Angleterre a été élue sur ce genre, sur cette thématique, elle a été élue aussi sur ce plan. Et donc, comment vont faire Elle veut un blocus maritime au large de la Libye, exactement. entre autres. Comment vont faire les Européens? Quelles réactions vont avoir les Européens? Ça va être intéressant. L'autre point sur la majorité italienne qui va se dessiner est que Salvini est pro-russe, elle est pro-atlantique. Meloni est plutôt pro-atlantique. Est-ce qu'il est vraiment pro-russe, Salvini? Oui, comme non, mais il est pro-russe parce qu'à un moment, il a eu du pognon de la Russie, mais s'il s'agit de plus être pro-russe, il sera plus pro-russe. Enfin, tu crois que c'est une conviction chevillée au cœur de mais comme d'autres partis d'extrême droite en Europe.
Ouais. Je ne citerai pas de nom. Non, mais justement, je suis pas tout à fait sûr que le Rassemblement national, si tu penses au Rassemblement national ou zut, j'ai oublié le nom du parti de Zemmour, Reconquête. Je suis pas tout à fait sûr que ça. Alors Zemmour, c'est peut-être plus ambigu, mais les autres, ils sont pas très ambigu. Oui, Zemmour, je suis d'accord. Oui, Zemmour, il y a un sujet. Ils sont tous très ambigus. Mais les autres, c'est juste le pognon, quoi. Point à la ligne. C'est pas, tu vois, non. Je suis pas convaincu. Ah, tu crois que ça peut être une Je suis pas convaincu. Moi, je pense qu'il y a des proximité idéologique. Proximité idéologique forte. D'accord. Et c'est ça qui va être intéressant dans la construction de la majorité italienne. D'accord. Intéressant. Anne-Sophie? Alors bon, moi je pense qu'il n'y a pas non plus de risque de fracture. Le problème, c'est en effet plutôt Juste, je parle sous ton contrôle. À aucun moment, elle a remis en cause la zone euro et l'Italie dans la zone euro. Non, voilà, c'est ça. D'ailleurs, c'est quand même un mouvement assez intéressant quand on va à l'extrême droite, parce que quand on regarde pas qu'en Italie, mais aussi en France, tous les mouvements d'extrême droite étaient très avant, il y a encore plusieurs années, contre la sortie de la zone euro. Enfin, vraiment. Et là, on voit c'est la mutation pour avoir l'électorat plus âgé qui leur manquait. On voit qu'économiquement, on reste. Et puis pour les sujets de société, on fait un référendum là aussi. Donc, ou sinon, quand on pensait à la loi du mariage pour tous, on ne revient pas dessus finalement. Donc, on voit que sur ces questions-là, c'est pour ça que certains disent ça ne devient plus une droite aussi dure, et ça fait aussi partie des stratégies pour faire muter le parti, c'est de dire bon voilà, c'est le peuple qui décide, donc en fait on met à sa souscription, et si le peuple dit non, finalement on reste. Et c'est vrai que c'est assez intéressant parce que c'était normalement un marquage assez important de l'extrême droite par rapport aux autres partis sur cet aspect européen. Et donc maintenant on voit qu'il y a plein de partis souverainistes, donc ce côté-là est très mou, et donc ce qui reste, c'est en effet le tout immigration, bon ça qui reste le fonds de commerce plus ou moins important. Et puis sur l'aspect économique, alors c'est ou du libéralisme, voilà, ou des baisses de taxes, mais on voit qu'on est sur un programme libéral souvent assez classique. Et donc il n'y a plus on va dire, ce corpus idéologique quand même anti-européen qui était assez fort avant, et qui fait aussi qu'il y a peut-être des partis comme en France, comme Éric Zemmour, beaucoup plus à droite, qui reviennent là-dessus. Donc c'était un peu la parenthèse. Moi, ce que je vois qui est quand même plutôt inquiétant, toujours à moyen long terme, c'est que c'est vrai que l'on avait un peu un trio. On avait Olaf Scholz, on avait Emmanuel Macron et justement Mario Draghi, donc en effet, qui connaissent bien la zone euro, qui connaissent bien toutes ces péripéties, et qui avaient un peu une vision commune sur ce qu'il fallait faire dans les prochaines années au vu de la crise actuelle. Là, à mon sens, ça c'est un peu fini. Il faut rappeler que l'Italie, c'est quand même la deuxième puissance industrielle devant la France, derrière l'Allemagne. Donc c'est un partenaire économique de premier choix. On avait vu pendant la crise qu'on avait plus de dépendance avec l'Italie, bien sûr, qu'avec la Chine. Donc c'est excessivement important. Et là, on voit que sur des questions de l'Europe du numérique, de l'énergie, bien sûr, on l'a dit, des migrations, là, il va peut-être pas y avoir, on va dire, un corpus idéologique commun en disant, voilà, sur les grandes questions, c'est vraiment au niveau européen, au moment où on essaie de faire des fonds de souveraineté, on essaie de s'affirmer en tant que bloc par rapport aux autres. Là, à mon sens, ça peut poser plus problème en disant, voilà, nous, c'est pas alliés seuls. Et donc, sur les projets, on va dire, de moyen long terme, et là, c'est quand même la question de l'Europe de l'énergie. Alors, chacun, là, à court terme, essaie de trouver une solution, mais peut-être une fois que ce sera fini, il y aura peut-être quand même l'idée de se poser et de se dire qu'est-ce qu'on va faire maintenant à moyen long terme. Et là, c'est vrai qu'on avait 3 pays qui étaient assez en ligne, et là, c'est moins le cas. Donc, à mon sens, c'est en ligne. On va en reparler, mais même entre la France et l'Allemagne, on se rend compte que Oui, là, sur des questions de l'énergie. L'accord immédiat, voilà. Oui, c'est ça. L'accord immédiat. Tout à fait. Mais là, il faut voir vraiment le très court terme de la situation un peu maison qui brûle, et sur le moyen long terme où il y avait quand même quelques visions qui pouvaient aller vers la convergence. Là, on voit dans ces discours que vraiment pas du tout. On est dans le discours traditionnel de l'Italie en premier, etc. Et donc aussi sur l'aspect financier, on voit quand même qu'il y a des organes de productivité, qu'il y a une croissance potentielle qui est quasiment nulle, qu'ils ont une dette là aussi qui est beaucoup plus importante que les autres pays. Donc là aussi, sur cet aspect-là, aussi le corpus économique est assez faible aussi. Je ne voudrais pas dire de bêtises, j'ai vu le chiffre ce matin, mais le parti qui se revendique de Mario Draghi, je ne suis pas sûr que Mario Draghi ait lui-même donné des consignes, mais le parti qui se revendique de Mario Draghi a fait 7% des voix, donc c'est aussi quand même politiquement une forme de désaveu. Oui, Denis. Une des manières de bien tolérer l'Europe, c'est quand elle verse des subsides. Il faut quand même pas oublier que l'Italie est quand même le premier récipiendaire du fonds Next Gen EU. C'est 180 milliards qui va à l'Italie, donc il faut faire un peu de nécessité-vertu, on va dire. Et pour l'Italie, désormais, va recevoir une manne qui est 180 milliards sur c'est quoi? C'est le plan à 750, ça, et voilà, c'est ça. C'est le plan du Covid, ça. Oui, tout à fait. C'est ce qui avait été voté. Donc l'Italie. Et c'est le seul qui a tout pris. C'est-à-dire qu'il a pris
l'emprunt et les subventions. Oui, tout à fait. On comprend, mais justement, on comprend assez aisément pourquoi. On voit bien la tension qui s'est faite aussi sur les taux. Enfin, je ne veux pas anticiper sur la discussion autour de la Banque centrale, mais la tension qui s'est faite sur les taux, la progression, elle a été quand même la plus forte sur les emprunts italiens, sur la période récente. En tout cas, à l'intérieur de la zone euro. Donc, on comprend tout à fait pourquoi ils ont pris l'emprunt et les subventions, parce que d'une certaine manière, on monétise, on solidarise une partie un peu plus importante de la dette italienne, parce que c'est vraiment là que se situe la grande difficulté de l'Italie. Pourquoi est-ce que l'absence de croissance potentielle en Italie, qui est effectivement très manifeste, est un problème? C'est parce que cela empêche toute capacité à rembourser les échéances. C'est intéressant de faire ce lien parce qu'il est rarement fait, Denis, dans les débats qui nous accompagnent, entre l'importance de la dette et la croissance potentielle. Tout à fait. N'est-ce pas, Philippe? Absolument. Non, mais je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Non, ce qui est intéressant, moi, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, comme le disait Anne-Sophie, l'euro a disparu des programmes. Oui. Mais en fait, c'est la mutation de Marine Le Pen il y a 6 ans, lors de quand elle s'est aperçue l'élection présidentielle. Mettre l'euro en première ligne dans son programme, et c'est pas du tout populaire. Comme le dit Anne-Sophie, pas populaire chez les vieux. Mais même l'euro n'a jamais. Il y avait un sondage ce week-end. L'euro n'a jamais été aussi populaire en France. Donc regarde les classes d'âge quand même, Philippe. oui, c'est un tout en petit moyenne, peu inquiétant. là, En moyenne, mais c'est une enquête avec une classification en fonction des pourcentages, pour etc. tempérer ton enthousiasme, mais- l'euro est bien plus populaire chez les vieux qui ont leurs économies en euros que chez les jeunes. Voilà. Oui, mais toujours est-il que c'est là-dessus que butait le programme de Marine Le Pen. Aujourd'hui, c'est mis un peu sous le tapis. Ça peut ressortir très vite. J'entendais, c'était François Langlais ce matin, qui donnait un chiffre assez impressionnant sur l'arrêt total, en fait, de la croissance italienne depuis 20 ans. Ouais. Mais vraiment zéro. Après 20 années formidables, la décennie 80, la décennie 90, 2000, 2010, mais vraiment l'arrêt total, c'est quasiment zéro sur 20 ans. Et lui disait, alors c'est une de ses marottes évidemment, mais c'est intéressant, lui disait, pourtant, l'Italie est clairement victime de l'euro. Voilà. Si on cherche une victime de l'euro, il n'y a pas d'autre explication à ce coup d'arrêt que la mise en place de l'euro. Berlusconi a été franchement responsable de ce qui s'est passé. Il a obscurci l'horizon des investisseurs. Il n'y a plus d'investissement en Italie. C'est pas ça qui te fait un coup d'arrêt sur 20 ans, Philippe. C'est pas un gars qui est passé, il est resté combien de temps longtemps. Avant qu'il soit... Il est parti en 2010, mais il avait eu le temps de faire du dégât. Ouais. Et justement, en fait, moi, je décomposerais en 2 temps l'observation que fait François Langlais. Peut-être au début, oui, l'adaptation à l'euro a été compliquée pour l'Italie, mais quand tu regardes depuis 15 ans, les parts de marché de l'Italie en rapport à la zone euro progressent. En fait, ils ont une performance à l'exportation qui est largement au-dessus de celle que l'on connaît en France. Et en fait, on devrait décomposer, je pense, en 2 temps les difficultés italiennes. La première difficulté, c'est effectivement l'adaptation à l'euro, et ça, c'est toute la transition qui va jusqu'à 2008, où là, tu vois vraiment reculer les pertes de compétitivité. Mais dans cette période-là, tu avais une homogénéité du coût du financement à l'intérieur de la zone euro. C'est-à-dire que tu n'avais pas de différence du coût du capital entre les pays européens. En revanche, après 2008-2009, là, tu as un changement total d'atmosphère, où tu as de la fragmentation qui se met en place, et ce faisant, le coût du capital devient beaucoup plus élevé en Italie qu'il ne l'est dans les autres pays européens. Et c'est là, effectivement, où on va retrouver une responsabilité de Berlusconi et des politiques italiens de manière générale, parce que c'est vraiment dans la seconde étape de la fragilisation de la croissance italienne qu'on va retrouver des explications qui sont nationales beaucoup plus qu'elles ne sont européennes. Et ce coût du capital aurait même été encore plus élevé, sans doute, s'il n'avait pas été à ce moment-là dans la zone euro. Voilà, ça a servi de protection. Malheureusement, je pense qu'on va dire un peu comme nous, ça évite de faire les réformes et de travailler la compétitivité de l'appareil productif. Le problème de l'Italie, c'est que l'investissement n'est pas bon. Non. Pas efficace, tu veux dire? Mais pas bon en niveau, pas efficace. Et c'est pas qu'une question d'euros. On est tous soumis au même type de contraintes. Et il y a des choix politiques qui n'ont pas été faits. Il y a des options qui n'ont pas été prises et qui pénalisent l'Italie dans la durée.
Il y a le problème Vas-y, Anne-Sophie. aussi, bon, alors on a dit de bonne performance à l'industrie, mais plus globalement, il y a des secteurs qui sont restés phares. Il y a aussi comment sont structurées les entreprises. C'est souvent des entreprises, on va dire, de taille intermédiaire. Ouais. Là, on retrouve un peu par rapport à ce qui se passe en Allemagne, mais beaucoup plus à capital familial. Donc, on va dire, sur des process qui sont assez normés. Et donc, des fois, des entreprises qui ont plus de mal à s'ouvrir, notamment à l'innovation ou, par exemple, conquérir de nouveaux marchés. Donc, bons sur ce qu'ils connaissent, mais on va dire moins bons sur de nouvelles choses, comme par exemple a pu l'être plus l'Allemagne, voilà, sur la machine-outil ou sur d'autres aspects industriels que l'Italie a moins fait. Donc ça joue. Et puis il y a quand même l'aspect du capital humain qui est aussi essentiel. Ils ont aussi un énorme problème démographique, de vieillissement, des énormes problèmes d'investissement en compétences. Et là, on voit même dans les classements qu'il y a un décrochage. Donc ça, bien sûr, ça joue énormément sur la croissance potentielle. Dans cette question du vieillissement, elle vaut beaucoup pour les patrons justement de ce Mittelstand italien. Je ne sais pas quel est le terme. Oui, c'est ça. Oui. Le Mittelstand italien. Oui, le Mittelstand, oui. Mittelstand italien. En plus, enfin, on a beaucoup dit que le Mittelstand est quand même beaucoup assis sur, même si c'est une forme d'endogamie, mais sur les banques régionales allemandes et sur en fait les lenders et le gouvernement politique. Enfin, c'est là qu'il y a quelque chose qui peut-être va mal tourner d'ailleurs à un moment, mais qui est peut-être pas dans l'épure de ce qu'il faudrait faire, mais en tout cas qui lui donne une certaine solidité. C'est vrai qu'en plus, le Mittelstand italien n'avait pas la solidité des banques en face et le fait qu'elles étaient un petit peu aux ordres, on va le dire comme ça, Oui, de ce que voulaient. Fragiles, et ces banques sont toujours parce qu'elles sont gorgées de dettes italiennes, etc. Donc, et surtout, c'est un système qui est très éparse. Donc, il n'y a pas de vraie banque systémique comme nous, on peut dire. Bon, après, on dit que ça comporte des risques, mais au moins, il y a vraiment des capacités de financement. Là, on n'a pas ça. Donc, avec, comme vous l'avez dit, capital des entreprises qui arrivent moins bien à se convertir. Donc là, c'est vrai que sur le moyen long terme et surtout sur des secteurs un petit peu innovants, on voit que là, ils ont vraiment des problèmes de tournant, en fait. Et donc, ils restent bien là où ils sont, mais ils n'arrivent pas à se projeter à moyen long terme. C'est ton terme de banque systémique qui m'y fait penser, parce que la Deutsche Bank, en termes de banque systémique, on a vu mieux. Mais non, ça me fait penser, j'ai vu ce week-end un documentaire de Netflix sur Wirecard et sur le scandale Wirecard et l'enquête du Financial Times. Absolument remarquable. Je n'avais pas, en fait, pris la mesure. J'avoue, alors je ne sais pas si vous êtes rentré dedans, mais j'avoue que j'avais regardé ça un petit peu de loin, Wirecard, bon d'accord, machin, ça... mais c'est incroyable. Et oui. Et il y a beaucoup des éléments, c'est-à-dire, comment dire, beaucoup des éléments qui peuvent fragiliser l'Allemagne, c'est-à-dire ce côté patriotique autour d'une entreprise, cette idée qu'on avait une fintech mondialisée et que forcément, puisqu'elle était allemande, c'était la meilleure, et que les attaques du Financial Times, c'était en fait la City qui ne voulait pas comprendre que... Alors que non, quoi, les gars étaient des escrocs, mais de A à Z, enfin, c'est... Ah non, mais très, très spectaculaire. Ah non, on va regarder ça, allez regarder ça, je vous assure. C'est très très bien fait, vraiment très bien fait. Un mot quand même, parce que tu l'as dit d'un mot, Philippe. Le sujet s'est déplacé. Donc là, Ursula von der Leyen, donc c'était jeudi, dit si jamais donc sur la question des valeurs, on va appeler ça comme ça, il y a un problème avec l'Italie, nous avons des outils. Donc ça a été très très mal pris en Italie. Sans doute d'ailleurs à juste raison, enfin c'est un peu bizarre de dire un truc pareil à 48 heures d'un vote, mais ce que voulait dire von der Leyen, c'est prendre l'exemple de la Hongrie, et donc là on voit que la Hongrie est en train de faire en urgence une sorte de paquet législatif anticorruption pour récupérer 8 et 5, à peu près 14-15 milliards d'euros, ce qui, au regard du PIB de la Hongrie, est quand même considérable. Donc là, on voit qu'effectivement, il y a quelque chose de nouveau au sein de notre Union européenne. Voilà, c'est intéressant, même si von der Leyen n'aurait pas dû le dire, mais le fait en lui-même est intéressant, je trouve. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux pays qui ont félicité directement et rapidement Giorgia Meloni, c'est la Hongrie et la Pologne. Bienvenue au club. Non, mais on crée... c'est un cadre qui est perturbant malgré tout. Et effectivement, oui, sauf que la Hongrie rentre dans le rang, là. Oui. Il est obligé de rentrer dans le rang, Orban. Attends, on va voir. Ouais. On va voir.
parce que Orban est toujours très fan de la Russie. Donc, C'est pas sur l'histoire de la Russie. Oui, En oui, l'occurrence, oui. c'est sur la corruption, Oui, et c'est assez mais légitime d'ailleurs. Si l'argent de l'Europe est mal utilisé parce qu'il y a trop de corruption, c'est assez légitime. C'est suite à l'enquête qui a été faite sur est-ce que la Hongrie avait tous les éléments de démocratie qu'on souhaite en Europe. La réponse était non. Donc il y a un cadre qui a été défini par Orban. La corruption en fait partie, mais il n'y a pas que ça. Et donc il va falloir effectivement que la Hongrie, d'une certaine manière, se normalise par rapport à l'Europe. Et c'est peut-être le premier pas, et souhaitons-le. Ce qui est assez intéressant, c'est en effet, alors le timing peut être discuté, mais c'est essayer d'avoir un impact sur en effet la politique intérieure et un peu sur le fait qu'on n'ait pas de coordination au niveau budgétaire et des politiques internes. Donc bien sûr, on ne peut rien dire sur le budget, bien sûr, c'est la souveraineté des États, on ne peut rien dire bien sûr sur le vote, mais on voit qu'avec ces nuances, c'est l'idée de dire, bah, très bien, faites ce que vous voulez, mais derrière, il y a des mécanismes qui existent. Alors bien sûr, c'est aussi pour rassurer les marchés, parce qu'on sait quand même que c'est quand même le pays qui peut être en rouge. Il y a des choses qui existent, et aussi regarder peut-être que ces fonds structurels pourraient avoir aussi un rôle politique que l'on a moins fait. C'est vrai qu'on était assez vraiment clair, ouais. juste avant, on essaie d'avoir une convergence qui marche plus ou moins bien. Là, en effet, ça va peut devenir, je dis pas une arme pour entrer dans le rang, mais en tout cas, dans un contexte où les milliards vont être... Non, mais Philippe, toi tu dis tant mieux, le débat, moi je sais pas si c'est pas antidémocratique. Une sorte de cadre fédéral qui est intéressant. Oui, mais qui est on On l'a pas défini. Mais ça Il n'a pas été défini démocratiquement, c'est toujours le problème. Oui. Et autant je peux le comprendre pour la Hongrie, parce qu'en fait, la corruption, ça veut dire que c'est de l'argent mal utilisé, de l'argent européen. Autant pour la Pologne, franchement, ça me perturbe. La Pologne n'est absolument pas en lien, c'est l'organisation de leur système constitutionnel, l'organisation de leur système judiciaire, absolument pas en lien avec une utilisation de fonds européens. Et là, j'ai un sujet. Je n'ai pas soupçonné la Pologne Non, mais elle est sous le même train de sanctions que la Hongrie. Et là, j'ai un sujet, moi. Enfin, Ce qui est intéressant, c'est que politiquement, par rapport à ce qu'on disait, par rapport aux populistes, c'est-à-dire que là, il y a l'idée de se dire, bah, économiquement, c'est acté, on est dans l'Europe, etc. Donc, de fait, comme on ne peut plus y toucher, eh ben, prenons un peu ce bouc émissaire qu'on prenait déjà, mais là, beaucoup plus, en disant, regardez, ils n'arrêtent pas de faire des lois antidémocratiques, etc. Et donc, ça peut aussi justifier, dans la mise en place des programmes qui ne sont pas forcément efficients économiques, de dire encore plus, regardez, c'est la faute de l'Europe, c'est pas le nôtre. Denis ? J'avoue que je partage ton point, oui. Autant, effectivement, c'est légitime de le faire sur la corruption, parce qu'effectivement, on voit tout de suite l'allocation de fonds européens détournés, et là, c'est tout à fait... On est dans le processus du contrôle. Du contrôle de l'allocation, et là c'est tout à fait légitime. Quant après, ce sont des choix qui ont été exprimés démocratiquement. Alors je ne connais pas suffisamment les dossiers polonais ou hongrois, mais mettons par exemple sur une politique d'avortement et que ça ne répond pas aux valeurs de l'Europe, effectivement ça me pose plus de questions, parce qu'à la fin ça a été, on peut le regretter et je le regrette, mais... non, mais on le voit sur le marché de l'énergie, la Pologne traîne des pieds pour l'utilisation du charbon. Donc il faut trouver aussi un moyen de le cadre. Attends, on va y aller sur le marché de l'énergie, on va y aller parce que non mais le cadre européen. Franchement, personne n'a de leçon à donner à personne sur cette histoire europééenne. On est bien d'accord. Sauf que l'objectif doit être à un moment donné d'utiliser moins d'énergie fossile, et les Polonais disent non. À ce moment-là, c'est l'Allemagne qu'il faut sanctionner. Mais l'Allemagne aussi doit être sanctionnée. J'ai pas l'impression que Mme von der Leyen ait cité je l'ai entendu parler de la Pologne et de la Hongrie, je l'ai pas entendu parler de l'Allemagne. Pour le coup, sur la dimension électrique... Que ce soit ta conviction, j'en doute pas. Je suis pas sûr que ce soit celle de la Commission européenne. Là encore, je ne vais pas préempter le débat de tout à l'heure, mais justement sur la Pologne et l'électrique, il y a une volonté de faire du nucléaire. S'il y a un endroit où on va développer du nuclé, ça sera en Pologne. Alors, non, mais juste finissons j'allais dire, cette histoire d'Europe avec la Grande-Bretagne quand même. Donc là, dégringolade de la livre. Philippe, tu dois suivre ça de très près, mais c'est vrai que visiblement ce matin, c'était très secoué. Oui. Je lisais d'ailleurs, c'est Wilfried Galland qui écrivait ça sur Twitter. Il dit c'est quand même une monnaie de réserve de banque centrale, la livre sterling. Oh, c'est plus grand-chose. C'est plus grand-chose, ça va. D'accord. 4% des réserves mondiales. Ouais. D'accord. Bon, ok. 3% maintenant. Ah oui. Donc tout ça à cause en réaction à un paquet fiscal de 45 milliards d'euros sur 3 ans. C'est plus que ça.
Non, C'est j'ai beaucoup vu, plus c'est que ça. 45 milliards de Non, non, paquets ça, c'est- fiscaux. Elle ça, supprime la tranche du barème, la 45% du barème, Oui, oui, oui. l'impôt sur le revenu. J'adore. C'est Mais tellement le total, c'est conformiste. 160 milliards quand même. Hein. 160 milliards, Ouais. c'est 45 par an alors. C'est 45 milliards par an C'est 45 milliards sur la fiscalité. sur la fiscalité. directe. Oui, parce que tu rajoutes le paquet énergie, toi, qui est Oui. 65 milliards. Oui, oui, c'est Ah oui, ça. mais c'est, D'accord. Ouais, donc c'est un coût considérable. Et puis, ça repose sur un truc qui ne fonctionne pas quand même. C'est quoi qui Parce ne que fonctionne pas? Les baisses d'impôts, tu veux dire? Liz Truss nous dit on va relancer C'est la très Trump, croissance. le truc. Ah, Mais Hein, c'est ça, hein, c'est le même. C'est- le trickle-down effect. Ouais, ouais. exactement. Mais ça ne marche pas. Ça n'a jamais fonctionné nulle part. Mais on a l'impression que c'est un truc chouette quand même. Hein. Si on permet Ah, moi, je prends, aux riches de s'enrichir davantage au détriment des plus pauvres, c'est génial quand même. C'est ça le trickle down. Hein. Oui, enfin, c'est pas tel que tu le présentes, c'est plutôt. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Les riches vont davantage investir et relancer la machine, et donc ça va bénéficier à Mais tout le monde. ça n'a jamais fonctionné comme ça. Ouais. Regarde, C'est aux juste un États-Unis, moyen. c'est passé. C'est juste un moyen de faire de telle sorte que les revenus les plus élevés conservent et accentuent leur patrimoine. Anne-Sophie, aux États-Unis, ça a marché. Non. Non. Bah, Non. ça a marché, mais Non. parce que l'économie démarre comme une mobilette. Mais ça a marché. Non. Mais tu t'es retrouvé avec le taux de chômage le plus bas de Non, mais toute ça l'histoire n'a des rien à États-Unis. voir, c'est parce qu'il y a Et le l'inflation. taux de chômage. Parce qu'il y a l'inflation, ça n'a rien à Non, voir. non, non, c'était avant l'inflation, sous Trump. Et ce sur quoi insistait Trump, le taux de chômage des minorités le plus faible. Il n'y avait jamais eu autant de noirs au travail que sous Trump, il insistait là-dessus. Donc c'était, mais c'est sans doute propre à l'économie américaine et à sa capacité de démarrer très très vite. Non, non, mais il y a Juste deux un truc, choses. Vas-y, vas-y, vas-y. Là-dessus. Si vous fermez les frontières aux États-Unis pour que les étrangers ne viennent pas, effectivement, le marché du travail se tend. Là, il n'y a pas d'ambiguïté du tout. Les flux migratoires aux États-Unis ont été absolument considérables depuis 4 décennies. Si vous fermez les frontières, effectivement, les choses se tendent parce que vous manquez de main-d'œuvre. Et quand tu regardes les chiffres, je suis désolée, là tu prends le taux de chômage, il faut le mettre en rapport avec l'inflation, mais avant et sous Trump, regarde au niveau de la productivité, ce qui se passe. Bien sûr qu'il y a cette politique qui a été mise en voilà, place, c'est ça. c'est quoi la conséquence? C'est la qualité du travail produit. Tu vois des énormes pertes en productivité. Et derrière, Ça, quand c'est tu regardes après les inégalités, après le passage de Trump, qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que tu crois qu'il y a les mêmes gains en capitaux qui sont faits avant et après? Absolument pas. Donc en termes de valeur ajoutée créée, on peut dire économiquement que ce n'est pas efficient. Et d'ailleurs, même lui, il a reconnu une fois dans ses discours en disant, en effet, c'est tout à fait normal que je mette en place des politiques par rapport aux contributeurs que j'ai, mais économiquement, on a profité de la relance. En plus, c'était donc une bonne nouvelle. Mais c'était juste une bonne nouvelle. Oui, oui, non, mais ça, que Donc ce ça, il soit faut quand ensuite même de l'argent économiquement, mal utilisé, économiquement le tenant, dire. mais- Oui, Denis. Oui, effectivement, c'est intéressant de prendre le contrefactuel, parce que dans ce cas, prenons des pays qui n'auront pas mis en place du trickle-down effect, et est-ce qu'on voit des comportements différents en termes de taux de chômage? En fait, on est sur un mouvement qui est planétaire, de réduction des taux de chômage de manière extrêmement forte, parce qu'on a un peu partout dans le monde, on a des mutations démographiques qui sont en train de faire véritablement collision. Donc ça on va dire que on va dire la méta-analyse. Ensuite, ça va être la question de quels impôts doit-on baisser? Et là, chaque pays aura sa propre réponse. Mais j'ai quand même l'impression que si on veut faire de l'investissement, parce que c'est ça un peu le principe, c'est-à-dire que j'ai diminué les impôts sur les riches et donc ils sont plus à même d'investir. Si on veut faire de l'investissement, ce qui est a priori plus efficace, ce sera plus de jouer sur les impôts des entreprises que de jouer sur les impôts des particuliers. Et c'est plutôt le pari d'ailleurs qui avait été fait en France, qui avait été notamment toute la baisse des impôts de production, c'était quand même ça aussi qui était en sous-jacent. Mais on ne passe pas par le même intermédiaire. Bien On sûr. joue pas sur la dimension patrimoniale, on joue véritablement sur les résultats d'exploitation que sont capables de dégager les entreprises. Kwasi Kwarteng, là, donc son ministre des Finances, il a écrit un bouquin sur Thatcher, sur les 180 jours de Thatcher. Le Je l'ai pas procès lu. Thatcher, tu l'as lu? Non, Tu l'as pas lu? Il Intéressant. paraît qu'ils sont formidables, ces bouquins, il paraît. 180 jours qui ont bâti une icône conservatrice. Ce serait intéressant de voir 3 ans avant Thatcher, il y avait eu la visite du FMI Ouais, au Royaume-Uni. absolument. En 1960. Bah, en fait, la séquence, c'est les mêmes. En fait, il faut que tu la démarres en 72, Ouais. puisqu'en 72, il y a un plan qui est un peu comparable à celui de Liz Truss. Voilà. Ensuite, tu as effectivement la visite du FMI. Ouais. Et Quand t'as il Thatcher. frappe à la porte, c'est pas très bon. Non. Non, c'est pas très bien. On marque une pause. On repart, les amis. On repart donc avec. Alors, j'ai mis morale sous surveillance, sous la surveillance de Rexecon, Ok. qui est quand même
le meilleur indicateur, alors je ne vais pas te demander de dévoiler, surtout pas, Denis, les études que vous allez publier en milieu de semaine, c'est ça, mais moi, de ce que je vois dans les... Alors tiens, je peux raconter d'ailleurs, il se trouve qu'avec Deloitte, là, on vient d'enregistrer... une trentaine, oui, un peu plus de 30 interviews de directeurs financiers, de TI et de grands groupes, mais davantage de TI. Donc 30 quand même, ça commence à... Il y a un petit quelque chose, quoi. Globalement, les gars sont dans l'incertitude totale, mais tu sens absolument pas de panique. Et la question, c'est incertitude, mais incertitude même sur... Donc, ils ont du cash. Et la question, c'est qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je continue à faire du stock ? Mais en fait, j'ai aucune garantie sur la demande. Qu'est-ce que va être la demande ? Ma production, si je suis industriel, elle commence à me coûter cher, mais en même temps, ça, j'aimerais bien savoir si tu arrives à prendre la mesure. Et malheureusement ou heureusement, en circonstance, nous sommes tellement désindustrialisés que oui, effectivement, c'est un problème, mais enfin, ce n'est pas un problème vital non plus pour le cœur de l'économie française. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas ressenti comme ça. Oui, ça mange les marges, mais enfin bon, voilà. Il y a la pression salariale, forcément. Donc, comment ça va se passer ? Je vais distribuer des primes. Je vous donnerai les 2-3 chiffres là, de ce qui se passe en ce moment dans les grandes entreprises. Donc voilà, on sent un brouillard épais, mais pas de panique, pas d'angoisse. Voilà comment je peux résumer le truc. Oui, tout à fait. Je pense que tu l'as bien résumé. Je peux peut-être sortir maintenant. C'est bon, non, mais c'est un peu ce que tu ressens toi aussi. Oui. C'est un peu le truc là. Oui, globalement, c'est plutôt cette idée qui se dégage de la plupart des enquêtes, enfin de tous les capteurs que l'on peut mettre en place. Et d'ailleurs, même des capteurs qui ne sont pas seulement franco-français. Ce lundi matin est sorti l'indice IFO et on n'a jamais. C'est les Allemands. Ça. Les Allemands, voilà. On n'a jamais vu un écart aussi marqué entre les anticipations à 6 mois et l'appréciation de la situation courante. Il y a 20 points d'écart entre ces deux indices, c'est du jamais vu. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'appréciation de la situation courante reste à peu près solide. Elle n'est pas géniale, mais ça va, ça tient. Il y a encore, en revanche, on s'attend à une dégradation violente. En revanche, on s'attend à 6 mois à ce que ça soit une dégelée, quelque chose de pas possible. Donc, pour donner un ordre de grandeur, les anticipations à 6 mois sont plus dégradées aujourd'hui qu'elles ne l'étaient en 2008 au cœur de la crise financière. Donc ça dit bien quand même la profonde inquiétude qu'il y a. Ça, c'est vrai pour les Allemands. C'est vrai, toute proportion gardée en France. C'est un peu ce sentiment qu'on est encore un peu entre ciel et terre. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ça tient. Jusqu'à présent, il y a de l'activité. J'ai encore des projets. En revanche, il y a 2-3 petites choses qui sont en train de se gripper. Alors, les anticipations ne sont pas très bonnes, mais pas non plus très, très mauvaises. Mais je sens des choses qui sont en train de se gripper. C'est-à-dire que mes projets d'investissement, j'en rabats un petit peu. Ouais, c'est ça. Je commence à être un petit peu moins ambitieux. Ça, c'est clair. Et ça tombe bien parce que les conditions de financement, elles, sont en train de se dégrader. Dans la dernière enquête, alors on l'a sortie la semaine dernière, là c'était auprès des patrons, des directeurs financiers des grandes entreprises et des ETI, c'était le sentiment que les recherches de financement deviennent un peu plus ardues, que les marges sur les crédits bancaires se tendent. C'est-à-dire que l'évolution des taux va au-delà de la seule remontée des taux directeurs. Et donc, il y a des marges qui sont en train de se refaire du côté bancaire au détriment plutôt du financement de l'activité. Et puis, il y a quand même vraiment cette incertitude. En fait, elle tient à ce qu'on ne maîtrise pas l'approvisionnement premier. Je ne sais pas dans quelle mesure je pourrais être approvisionné demain, que ce soit parce que moi je rencontre un problème d'énergie ou parce que mon fournisseur principal rencontre un. Et là, en fait, on est sur un phénomène que ne sont pas habitués à traiter ou que ne sont plus habitués à traiter les chefs d'entreprise, à savoir un phénomène de non-linéarité, c'est-à-dire que je suis sur un phénomène où je n'ai aucune garantie de pouvoir disposer du matériel. Et donc, ça va induire forcément un comportement de prudence. Les entreprises vont ramener un peu les voiles sur l'investissement. Et on ne peut pas le reprocher. Et globalement, c'est ce qu'il faut faire. C'est légitime. Ouais, c'est assez légitime. C'est légitime dans ce contexte. Mais pour autant, insistons bien là-dessus. Jusqu'à présent, ça va. Jusqu'à présent, ça va. On va encore avoir un chiffre au 3e trimestre qui devrait être plutôt positif. Mais les signes noirs commencent à être nombreux. Bon, et on doit ajouter qu'on a assez peu de doutes sur le fait que l'État est toujours là. Et la présentation du budget et
la volonté du gouvernement d'absolument pas resserrer la dépense donne raison aussi sans doute à ses directeurs financiers. Anne-Sophie ? Alors moi c'est vrai que je serais peut-être un peu plus optimiste, on en parlait dans le scénario, alors bien sûr les anticipations négatives, hein, ça bien sûr c'est dit. Après quand on regarde vraiment les chiffres par rapport notamment au taux d'épargne des ménages, on voit qu'on est à un niveau assez élevé et que le phénomène de désépargne s'est arrêté. Donc c'est ça vraiment, on a le risque, c'est-à-dire que là donc plus au niveau des ménages, on voit qu'il y a vraiment des anticipations que l'augmentation de l'inflation va continuer, alors que normalement c'est vrai que pour l'année prochaine on serait plutôt dans un tassement et ensuite une baisse aux États-Unis, après progressivement en zone euro. Il y a quand même la conscience qu'on va continuer d'être aidé, en tout cas pour certains ménages. Donc ça, là aussi, c'est intériorisé de se dire on aura des aides. Mais malgré ce contexte, donc du coup, qui fait qu'on est quand même moins mal placé que nos partenaires européens, on a un petit peu peur, alors bien sûr, parce que dès qu'il y a des anticipations négatives, ça y est, on surépargne, un taux d'épargne, donc en effet 15%, on est à 5% aux États-Unis, donc on voit que c'est pas du tout record la même, de collecte sur le livret A c'est qui pas du remonte tout la à, même c'est un record de, alors j'ai mentalité, plus le chiffre en tête, mais c'est un record de plus de 10 ans hein, au mois d'août c'est pas sur la du tout collecte livret A. la même mentalité. L'autre élément, c'est sur l'immobilier, hein, parce qu'en effet, c'est vraiment le placement de référence en France. Et là, on se dit, avec l'augmentation des taux, en effet, je revois à la baisse peut-être ce que je voulais investir, ou j'essaie de le faire maintenant avant que la hausse des taux augmente. Donc ça, on le voit un petit peu dans les comportements et les anticipations. Mais globalement, à mon sens, justement, les indicateurs sont encore bons. Il y a ce taux d'épargne, donc ça veut dire qu'on a encore ce petit matelas. Il y a, et là, le fait des spécialistes dans les Anne-Sophie, on n'y services... touche pas à ce taux d'épargne. Le fait d'être spécialisé dans les services nous protège un petit peu aussi par rapport aux pays très industrialisés. Donc, comme d'habitude, à mon sens, on ne va pas dégringoler comme par rapport aux autres. Et quand il y aura la reprise, on ne va pas augmenter. On va encore rester, comme on l'a vu après le Covid, dans une sorte de léthargie, je ne dirais pas, mais en tout cas, Si. dans une situation... Oui. Tu peux le dire. Léthargie, tu peux le dire. D'accord. Attends, un mot de Philippe. Non, moi, la question, quand je regarde les enquêtes qui sont menées en Europe, c'est d'où va venir la demande. Ouais, c'est ça. C'est toujours la même question. Les ménages, effectivement, épargnent parce qu'ils ne savent pas très bien à quelle sauce ils vont être mangés. Alors, bien sûr qu'il y a ces plans sur le prix de l'essence, etc. Mais on va toucher une augmentation de 15% des factures électriques au 1er janvier. Donc, voilà, on vous annonce 6 mois avant que ça va coûter beaucoup plus cher. Quel est votre comportement dans ce cas-là? Est-ce que vous dites « Oh, c'est pas grave ». Non, tout le monde va épargner. Je pense que tout le monde va être prudent. 15%, il faut ajouter qu'il va rester quand même un chèque énergie. Oui, bien sûr. 100-200 euros pour les... Mais quels sont les éléments de bonne nouvelle qu'on peut imaginer là, immédiatement? Il n'y a pas grand-chose. Et donc, ça veut dire que moi, dans mon comportement de consommateur, j'attends de voir. Ouais. Et j'ai aucune raison d'être plus royaliste que le roi et de me dire mais non, allons-y. Non. Et c'est ça la problématique. En plus, je me suis fait une petite orgie de consommation il y a 18 mois en sortie de confinement. Exactement. Et l'été aussi. Ouais. Et donc, autant être prudent parce que vraiment, comme le disait Denis, on ne voit pas très bien comment les choses vont évoluer. Ce qu'on voit quand on regarde l'enquête de l'INSEE, moi j'adore l'enquête de l'INSEE, mais mois après mois, ça s'infléchit. On était à des niveaux très confortables. C'est beaucoup moins confortable. Alors, on n'est pas du tout dans la dynamique allemande, on n'a pas les mêmes problématiques que l'Allemagne, mais on va être touché forcément parce que l'Allemagne, et Denis parlait de l'IFO qui a été publié ce matin, l'IFO nous signale très clairement que l'économie allemande va se contracter assez vivement. Et donc, l'ensemble des pays européens vont être touchés. L'Allemagne est le premier client de tous les pays européens, donc ça va être compliqué à gérer. Alors après, ils mettent 65 milliards sur la table. Alors, mais ça, c'est radicalement nouveau. Hein. Non, mais bien sûr. 65 milliards auxquels il faut ajouter, parce que c'est un chiffre, on parlera d'électricité, mais le sauvetage de leur intermédiaire gazier, la Uniper, ça leur coûte 30 milliards quand même. Oui, mais... Non, mais 30. Alors, tout à l'heure, on parlait d'Europe. Moi, ce que je trouve extrêmement intéressant avec l'Allemagne, c'est que la frontière entre les frugaux et les pays du Sud est en train de devenir beaucoup plus floue. Elle s'est légèrement déplacée. Ça, c'est sûr qu'il est difficile de parler de frugalité. Quand il n'y a plus d'impulsion chinoise que le prix de l'énergie est ça devient plus compliqué. Je trouve ça C'est très keynésien.
Mais Contracyclique, c'est parfait. je m'en réjouis. Mais voilà, tu t'en réjouis. Tu voulais ajouter quelque chose, Oui, Denis? peut-être sur l'épargne, deux points qui me semblent importants quand même à rappeler. C'est que, un, il y a la surépargne, cette fameuse surépargne Covid, ce que l'on a accumulé en 2020-2021. Le simple passage de l'inflation en 2022 a érodé la moitié de la surépargne que l'on a constituée. En gros, on a estimé en France, c'est 50%, on va dire, parce que vos dépôts, imaginons que vous êtes placé en livret A, quand même pas énormément, ça ne génère pas un revenu suffisant pour absorber l'inflation. Et en fait, vous perdez 50% de la valeur de cette surépargne qui a été accumulée par le passage de l'inflation. Et c'est beaucoup plus dans l'ensemble de la zone euro. On est plutôt aux environs des 2 tiers qui est perdu. Et sur l'épargne, on va avoir progressivement le comportement d'épargne d'encaisse réelle, enfin ce que les économistes appellent l'encaisse réelle, c'est-à-dire je vois la valeur de mon patrimoine qui s'érode par le passage de l'inflation, je veux maintenir le même niveau de patrimoine, alors je suis incité à faire un comportement d'épargne plus important que ce que je faisais auparavant. Et donc on va avoir un comportement, me semble-t-il, à partir de 2023, qui va complètement sur cet effet d'encaisse réelle. Et là, c'est un pari sur la prévision. C'est un des éléments d'ailleurs qui peut distinguer les prévisions. C'est ce qu'on avait vu après le premier choc pétrolier. C'est ce qu'on avait vu après le premier choc pétrolier. Le taux d'épargne avait été remonté de 74-75, tu veux dire, Philippe? Le taux d'épargne était remonté très fort, en phase avec la hausse de l'inflation. Alors, juste par rapport à ça, quand même, en France, il y a quand même beaucoup de gens qui ont eu accès à la propriété, qui sont endettés à taux fixe à un moment où les taux étaient excessivement bas. Et donc, là aussi, pour ces catégories-là aussi, ça peut être une bonne nouvelle. Donc là, il faut aussi nuancer. C'est une bonne nouvelle si votre salaire augmente, compense. Non, c'est surtout des 30 taux fixes, parce que c'est le cas pas du tout de d'autres. Ah oui, bien sûr. Non, mais vous avez des variations. Mais après, ça reste une ponction forte sur ton reste à vivre, comme on dit. Et donc, si le reste du salaire est mangé par l'inflation, c'est ce que dit Philippe, tu te retrouves. Juste, alors sur le patrimoine. Un mot là-dessus, parce que donc il y a des tensions chez Stellantis, Orange, Carrefour, celles qui remontent à travers les articles de presse. Donc Carrefour, par exemple, va augmenter les salaires de 2% au 1er novembre, en disant oui, mais on a donné 5,7% en septembre dernier. Et puis il y a Air France qui a quand même bien lâché, donc 5% en 3 fois sur l'année, donc chez Air France, plus 1 000 € de prime de partage de la valeur, la PPV, prime Macron, mais voilà, donc on en est là. Mais la tension sur les salaires est en train quand même d'arriver assez fort sur les entreprises. Elle est en train de monter. C'est d'ailleurs un des éléments d'inquiétude de la part des patrons sur l'équilibre de toute façon de leur compte d'exploitation. Si on prend un peu de distance sur les évolutions de salaire, on se rend compte que les salaires évoluent exactement comme les prix. Pas sur 2022, mais en comparatif à fin 2019, quand vous prenez le salaire moyen par tête, prime Macron comprise ou non incluse, on est grosso modo à 6,5%, ce qui est l'évolution de l'inflation prix hors tabac entre fin 2019 et aujourd'hui. D'accord, mais tu ne peux pas inclure la prime Macron là-dedans, c'est pas du salaire. Non, mais je le regarde en salaire moyen par tête, donc qui inclut les primes. Mais même si j'enlève la prime, en gros, la progression du salaire, elle n'est plus de 6,5, elle est de 6% à peu près. Donc on n'est pas si éloigné que ça de l'inflation jusqu'à présent, mais en le prenant sur 3 ans, alors qu'on réagit beaucoup plus à l'inflation instantanée, et en réalité, les négociations vont se faire sur l'inflation qui s'observe actuellement. Mais tout ce qu'on... Vas-y, Philippe. C'est ça le souci qui va se poser sur les négociations salariales. C'est-à-dire que les salariés vont vouloir récupérer du pouvoir d'achat, à juste titre, mais les entreprises, parce que la conjoncture, c'est quand même a basculé quand même au cours de l'été, ne sont plus du tout dans les mêmes situations. C'est-à-dire que quand on regarde les enquêtes, la demande s'effondre, la production ralentit, voire baisse. Et donc, la capacité de l'équilibre des négociations va être compliquée à appréhender. Et j'ajoute qu'ils ne sont pas dans l'idée, en tout cas ceux avec qui j'ai parlé, d'une inflation durable. Et donc, tu es beaucoup plus tenté, effectivement, de compenser à travers les primes, à travers les RTT défiscalisés, à travers l'ensemble des systèmes. Parce que là, il y a le projet de loi pouvoir d'achat qui a été passé cet été offre vraiment énormément de possibilités aux chefs d'entreprise. Et donc, tu es beaucoup plus tenté de passer par là pour, justement, passer ce qu'ils estiment être une bosse d'inflation que sur des hausses des salaires qui amputeraient durablement la compétitivité. Ce avec quoi les salariés ne sont absolument pas d'accord.
d'accord. Voilà. Et c'est donc là où il y a de la friction, de la réelle friction. Tout le système de primes, qui est souvent, on va dire, la situation intermédiaire. C'est-à-dire qu'il y a des augmentations, mais qui essaient de suivre l'inflation, qui sont en deçà, Ouais. et on compense par des primes qui Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Ouais, trouver un peu un consensus entreprise. D'ailleurs, c'était un tournant assez intéressant des DRH entre le début de l'année et maintenant. En début d'année, non, on ne va pas mettre en place les dispositifs. Il n'y avait pas encore l'impression que l'inflation allait être forte. Et puis, au fur et à mesure de son passage, eh bien non, finalement, c'est peut-être pas si mal ces primes Macron. Rachat de RTT, enfin bon, bref, il y a énorme dispositif. Ok, on a fait le tour là-dessus. Donc, effectivement, alors l'un des sujets derrière, c'est le choc électrique. Mais est-ce que vous avez regardé, Denis, Anne-Sophie, Philippe, le poids de ce choc électrique? Parce que, donc, on a raconté que, combien 500 entreprises tout au plus ont fait appel. Non, 300 entreprises ont fait appel au fonds donc, qui s'appelle le fonds Ukraine, doté de 3 milliards d'euros pour les aider face au choc électrique. 500 millions seulement ont été décaissés, hein, c'est ça que disait Bercy. Et donc Bercy dit, Olivia Grégoire le disait, sans doute on a mis des critères qui ne sont pas les bons. Ou alors, en fait, dans notre pauvre économie totalement désindustrialisée, le choc n'est pas si sévère que ça, quoi. Quand même, le choc, il pique. Pour donner justement je vérifiais avant de venir à l'émission ce que représentent les achats d'électricité et de gaz, les deux, la combinaison pour l'industrie. Et ça, le dernier point de manière assez précis que l'on peut faire, c'était en 2019. En 2019, la facture d'électricité et de gaz, c'était 15 milliards pour l'industrie. Ça fait 2% de la valeur de sa production, ça fait 17% de la valeur de son EBE. Donc c'est ça les ordres de grandeur. Quand tu prends la manière dont a évolué jusqu'à présent, je ne parle pas du tout de mais donc c'est ça, c'est 17% de... 17% de l'EBE. Oui, mais donc 17% de 10% du PIB. Ouais, non, on ne fait pas 10% du PIB en EBE de l'industrie. Non, je parle en la part industrielle, quoi, voilà. Voilà, 15 milliards, tu es sur 0,6-0,7 points de PIB. Un PIB à 2500 milliards. Donc c'est ça l'augmentation de la facture. Donc ça te fait 0,3, parce qu'on a... Depuis le début de l'année, jusqu'à date, l'augmentation des prix de l'électricité pour les usages industriels, c'est aux environs de plus 25%. C'est pas du tout l'augmentation qu'il y a sur le prix de marché. Hein. C'est pas ça. Non, elle arrive, l'augmentation sur le prix de marché, justement, elle arrive. Mais jusqu'à présent, c'est là où Macron dit de la facture, en gros, ça t'a rajouté 7 milliards au compte d'exploitation de l'ensemble de l'industrie. Jusqu'à présent. Mais c'est bien entendu sur ce qui va se passer que ça fait la plus grosse incertitude. Non, mais le chiffre est précieux. C'est pour cette fois le 7 milliards, effectivement, on a du mal à s'expliquer le pourquoi du seulement 500 millions au regard du choc qui est subi. Là, on ne parle que de l'électricité et du gaz, on ne parle pas du pétrole. Probablement que c'est effectivement la complexité. Comment veux-tu qu'une PME sache en cours d'année comment a évolué son EBE? Elle n'a pas forcément la métrique qui revient aussi rapidement. Et donc, elle n'est pas en capacité de mobiliser son comptable en disant calcule-moi mon EBE, puis ensuite je vais les réclamer. En plus, beaucoup d'entre elles sont couvertes quand même, heureusement. Voilà, surtout celles qui sont électro-intensives. Par rapport aux services, moi, c'est vrai que je verrais un aspect plus positif sur l'industrie. En effet, on voit que c'est certains secteurs qui sont très exposés par rapport, par rapport à leur intrant étranger, voilà, la métallurgie, on a parlé, les transports, etc., qu'en plus des chaînes de valeur excessivement segmentées, mais c'est aussi des industries qui sont sur du haut de gamme, avec de la forte valeur ajoutée, et qui sortent du quoi qu'il en coûte, où il y avait quand même un matelas. Donc même si la hausse a été très importante, pour l'instant, en tout cas dans la première période, pour cette année en 2022, il y a une absorption. Le problème, c'est en effet dans les anticipations. Donc ça, c'est pour l'industrie, dans ces branches plutôt haut de gamme, où on a pu absorber. Ensuite, pour le reste, et on est quand même spécialisé dans les services, on le voit par rapport au décalage par rapport à notre pays, on a 2-3 points qui expliquent par rapport à cette spécialisation. Et dans les services, c'est vraiment là la hausse des salaires et les pénuries qui jouent beaucoup plus, donc le capital humain, que le reste. Et là, à part le secteur aussi des transports qu'on voit complètement en flèche, sinon sur le reste, on voit qu'il commence à avoir une contagion cette année, mais qui reste encore assez limitée et contenue, parce que notamment dans les salaires, même si on a ces augmentations, c'est pas du tout comparable, bien sûr, aux augmentations des coûts fixes par rapport à l'industrie. Et le fait, en effet, d'avoir ce poids de l'industrie plus réduit, on parle toujours du problème de désindustrialisation, là, c'est un petit matelas qui nous protège, il faut quand même le dire. Qui nous protège. Même si c'est à tout faire. J'arrive pas à dire que ça nous protège. En fait, je pense que ça enlève le dernier avantage compétitif que l'on avait. Au contraire, c'était pour les industries qui en profitent, qui sont très spécialisées, oui, mais le fait d'avoir l'industrie, le taux d'inflation global qui est plus réduit, c'est quand même quelque chose pour beaucoup de secteurs qui est quand même bien, et qui fait qu'on n'a pas les mêmes taux
que les Oui, pays mais du Nord. ouais. Ce que veut dire Denis, c'est que si on avait eu ça, alors on aurait dû être, enfin je l'ai dit 10 Oui, fois on dans aurait cette dit, ça aurait émission, été communiqué, on etc. aurait dû On être va le le rajouter. Koweït de cette crise électrique, quoi. Enfin, Oui, pardon. si on avait eu un appareil de production solide et une capacité, alors à ce moment-là, à l'ouvrir très très largement et à travers une arène à, j'en sais rien moi, 200 TWh, mais là, on à croise- subventionner Là, on notre croise le industrie, là, problème de on avait- l'industrie et de l'énergie. Ouais. L'Allemagne est une industrie puissante, mais ils n'ont pas. Eh ben oui, non, mais l'énergie. justement, là, C'est les deux. Il faut on les voir, c'est pas pulvérisait, là. Exactement. Là, il n'y avait pas de match, là, pour... Il faut avoir l'industrie et l'énergie. Tout à fait. Là, il n'y avait pas de match. Ouais. C'est ça. Philippe? Non, la question, moi, que je me pose, pas simplement sur les industriels, c'est comment va réagir l'économie européenne, l'économie française, avec des prix de l'énergie qui resteront durablement élevés. C'est ça la question. Comment on fait pour s'adapter, pour modifier ces structures de coûts de production pour faire face à cette situation, hein. On se souvient, moi j'ai en tête les années 70, c'est toujours un peu le vieux grimoire qu'on sort, mais on est passé de l'industrie au service. Grossièrement, on est passé de 6% de croissance au tout début des années 70 à 2% à partir du début des années 80. On était passé dans une économie de service parce qu'il y a beaucoup d'industriels, de secteurs industriels qui n'étaient plus viables avec la hausse du prix de l'énergie. Et là, la question se pose, comment on va faire? Comment on va gérer cette situation? Parce que mon sentiment est que le prix de l'énergie risque d'être durablement élevé. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? Alors effectivement, pour l'instant... Et il faut ajouter, plus élevé pour nous que pour les Américains. Absolument, absolument. Qui, on est sur... Et ça, c'est un point qui sont convient de- autosuffisants. Autosuffisant. Oui, et puis... Et que pour les Chinois qui vont pomper le pétrole et le gaz russe pendant des décennies. Il y a deux choses. C'est que le prix du gaz aux États-Unis n'a pas du tout la même allure que le prix du gaz en Europe. Donc ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point, quand même, la crise énergétique. Si on regarde la balance énergétique de la zone euro, c'est 2,6 de PIB entre le dernier trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2022. 2,6 de PIB en plus. En plus. Qu'il faut payer. Pour Donc, payer le gaz. pour payer le gaz, pour payer tout ce qu'on veut. Essentiellement le gaz. Oui, essentiellement le gaz. Mais ça veut dire que on est dans une situation où on va devoir ajuster notre structure productive de façon très importante. Mais Juste un point, parce qu'il y a une réunion le 30 septembre des ministres de l'énergie. Il y a un truc un tout petit peu complexe qui se joue, moi, que je tiens absolument à expliquer. L'idée donc est, puisque c'est le prix du gaz qui justifie le prix de l'électricité, dernière centrale appelée, etc. et tout, on l'a beaucoup expliqué, de plafonner le prix du gaz, non pas à la sortie du tuyau, parce que ça, Poutine ne le permet pas, mais de compenser auprès des producteurs d'énergie qui ont des centrales à gaz, de compenser la hausse du prix du gaz, et donc de leur donner l'équivalent de ce qu'ils ont à payer au-dessus de, visiblement, 200 € ou 180 € le mégawattheure. Voilà. Et donc, c'est les États qui sont concernés, qui vont voir les centrales à gaz, combien il vous faut, hop, on paye, etc. Le problème, c'est combien de que... temps Non, c'est avant ça, Philippe. C'est que les Allemands font beaucoup d'électricité à partir du gaz. Nous en faisons très peu. Les interconnexions sont massives. Et donc, en gros, on est en train de demander aux Allemands de subventionner l'industrie française. Et ils n'y sont pas prêts, visiblement, tu vois, toute solidarité européenne. Donc, on n'est pas sorti, j'espère que c'est bien clair, parce que l'histoire est complexe, mais elle montre bien que la fragmentation nationale revient très très vite quand même sur ces sujets. Et nous, c'est vrai qu'on est dans l'incapacité d'offrir en face ce qu'on offrait en face d'habitude, c'est-à-dire notre énergie nucléaire massive et bon marché. Voilà, j'ai fini l'explication complexe. Juste pour revenir à ça, sur les prix l'Europe. hauts qui vont rester à moyen long terme, à mon sens, c'est beaucoup plus dû à la transition écologique. Et nous, notre problème en Europe, c'est pas un problème d'accès, c'est un problème de diversification. On n'a rien diversifié depuis 20 ans par rapport aux États-Unis ou par rapport à la Chine. Donc c'est ça le grand sujet. Dans vos cours de business, etc., vous apprenez toujours il ne faut pas avoir plus de 10 parts de marché ou d'avoir plus de 10% de dépendance par rapport. Donc c'est ça la base. Et pourquoi on est dans cette situation-là? Parce qu'on n'a absolument rien diversifié. Donc ça, il faut quand même rappeler la base de la situation, c'est parce qu'on n'a pas du tout diversifié. Donc en effet, les prix vont continuer d'augmenter, mais à mon sens, à cause de la transition écologique, où là, les coûts vont être énormes parce que voilà, comme il y aura du plus haut de gamme et que tous les prix vont augmenter,
C'est ça, en fait, qui va être inflationniste. Et ça, à moyen long terme, alors on aura les boucliers, mais si on arrive à diversifier et si on arrive toujours à monter en gamme, parce que ça peut être aussi une opportunité pour relocaliser. On en a beaucoup parlé pendant le Covid, maintenant on n'en parle plus du tout, parce que voilà, la mode est finie. Mais on voit qu'il y a aussi des entreprises, à cause de l'augmentation par 2 ou 3 des coûts de transport, relocalisent. Hein. On a vu des entreprises comme Kiabi... Restons sur l'énergie. Voilà. Mais en tout cas, sur le prix de l'énergie, ça peut être aussi une opportunité pour les chaînes de valeur européennes de se recentrer et donc d'avoir un effet baisse Certes, de coûts. mais tu auras quand même Mais une on a énergie dit plus chère. Oui, mais On a une dépendance énergétique qui est très forte. Non, Les Américains n'en ont pas. Les Américains n'en ont Oui, pas. mais c'est trop tard. Politique énergétique depuis Oui, longtemps, oui, on n'a mais pas c'est fait. trop tard. Oui, mais C'est dans 20 ans que... C'est que c'est pas immuable. C'est pas parce que Non, ça va mais là, Non, maintenant, mais on ça n'est pas au prendra mieux. 20 ans. Voilà, Ça prendra 20 ans. ça prendra 20 ans. faire Voilà. négatif. Peut-être pour compléter le chiffre que donnait Philippe à l'instant, le 2,6 points d'évolution du déficit extérieur lié à la seule énergie. En 73, c'était 3 points le basculement. Donc ce qui veut dire qu'on est dans un choc d'une ampleur qui est strictement fait comparable. en termes et c'est du prélèvement de pouvoir d'achat, parce que c'est un argent qui n'existe pas sur l'espace européen exactement dans la même ampleur et dans les mêmes modalités que ce que l'on avait connu en 73. Alors après, l'intensité énergétique de l'économie n'est plus la même, le poids de l'industrie, enfin, on l'a dit, mais il n'empêche que c'est un Mais il faut prélèvement. que quelqu'un paye. À la fin, il faut se le répartir. Il faut se le répartir. Alors effectivement, on va chercher. C'est les États qui payent. Hein. Pour l'instant, les Voilà. États Bah, on a, alors, j'ai pas donné les chiffres du budget français, où est-ce que j'ai mis ça, mais donc on a dit les Allemands, c'est plus de 60 milliards, je crois, hein, leur paquet énergie, et nous, je crois c'est 45 milliards. 45 milliards, oui. C'est ça, hein, c'est 45, hein, ouais. Et Bon, bah voilà. Hein. et toujours sur l'aspect énergie et C'est la dette. inflation. On va passer les 3 000 milliards quand même. Ah oui, allègrement. Mais sur énergie et inflation, il y avait eu un papier qui était vraiment excellent au début de l'année de Isabelle Schnabel sur la fossilflation. Donc la Isabelle climate Schnabel, membre du directoire de la Banque Centrale Européenne, Tout à fait, oui. donnée comme une colombe d'ailleurs assez souvent, enfin par Ouais, rapport à ce qu'étaient les faucons allemands. Oui, quoi, ça voilà. dépend. Elle oscille. Un être hybride. Ouais, exactement. Et c'était très intéressant ce qu'elle racontait, c'était qu'on a devant nous de toute façon une transition et en 2040, on aura un prix qui sera à peu près stabilisé sur l'énergie. Mais il faut aller à 2040. Donc effectivement, on est engagé désormais sur 20 ans et entre-temps, on va user un peu d'expédients, un peu comme celui que tu as évoqué, mais il y aura aussi peut-être un peu d'attente, un peu de réforme sur la manière dont on organise les financements. Enfin, Ben là, on va voir, hein, 30 septembre. Et donc, ne signez pas, dit Macron. c'est formidable. Non, mais c'est pas mal, il nous reste juste une petite minute. Enfin, moi, j'ai trouvé ça... Il est président de la République, le gars. Enfin, voilà. Oui, mais Non, mais ça veut dire qu'il est... Enfin, parce qu'on est dans un moment de t'es dedans, quoi. Enfin, voilà, ça m'a plu. Bon, On est dans un moment de négociation européenne, donc on ne sait pas exactement ce qui sortira de ce rendez-vous. C'est peut-être pas de mauvaise allure. Non, mais tu vois, on parlait des années... T'imagines Mitterrand une seule seconde dire, parler, ne serait-ce même avoir conscience que ça existe et dire aux chefs d'entreprise, ne signez pas. Pas la même époque. On n'est pas à la même époque, les problèmes ne sont pas les mêmes, mais je dirais simplement que Mitterrand a très clairement sauvé l'Europe en 83 et a permis la construction derrière. Donc chacun son job, mais sur la France doit rester dans l'Union européenne et doit faire le nécessaire pour que cette Union européenne continue de fonctionner, c'est-à-dire... Ah, tu veux dire le tournant de la rigueur, parce que je oui, cherchais le truc de mais 83. c'est essentiel. Sans le tournant de la rigueur, il n'y a pas d'Europe. Et ben voilà. Merci. Et on se retrouve demain pour d'autres débats, d'autres discussions passionnées. Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.